Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Madame. Et bonjour Boudère. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est content de vous voir. Content d'être ici. Eh ben, nous, nous aussi. on est ravis de vous recevoir. Boudère, un bout d'air, B-O-U-T, plus loin d'apostrophe A-I-R. C'est votre autobiographie. Vous êtes jeune, mais vous avez eu envie de raconter, pas de raconter votre vie, c'est ce que vous dites, mais de raconter une histoire qui permettra de mieux vous comprendre. C'est ce que vous dites. Oui, parce que j'en avais un petit peu marre et assez de voir des gens raconter ma vie à ma place sur les réseaux, sur Google notamment, enfin sur les moteurs de recherche, où on prêtait des noms de maladies rares, on prêtait des choses bizarres, alors que pas du tout. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire une autobiographie où je vais expliquer tous les obstacles que j'ai surmontés avec la positivité et tout ça. Et si ça peut aider d'autres gens pareil que moi, j'étais super fier de ce que votre père a toujours dit, il faut voir le bon côté des choses dans chaque mauvaise chose. Exactement. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait tout au long de votre vie. On va revenir, c'est paru aux éditions Hugo et Doc. La question du jour, Gilles. Valérie, la question du jour. Vous l'aviez oublié. Je l'avais oublié. Allez, Voilà. je vais jouer franc jeu. Alors, la question du jour, évidemment, comme Boudère participe à 2 émissions qui sont chez Arthur, Vendredi Tout est permis, et La Grosse Rigolade d'ailleurs, qui va revenir sur C8 mardi soir sur XXL, on trouve qu'il y a de moins en moins d'émissions d'humoristiques ou satiriques. Il y a eu le Collaro Show, il y a eu les Guignols, il y a eu des émissions où on critiquait la politique, des émissions d'humour, elles ont un peu disparu. Alors, est-ce que vous regrettez la disparition de ces émissions? Non, c'est pas du tout ça la question du jour. Non, ça, c'était pas pour moi cette question. C'était pas du tout ça la question du jour. On a changé parce que Jean-Pierre Pernaut s'en va. Donc, attendez, je suis en train de me tromper en direct. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Alors, on avait prévu Je peux cette question. répondre aussi à cette question. Oui. On avait prévu. Vous allez répondre, mais c'est vrai que la question qu'on vous pose sur Twitter, c'est est-ce que vous regrettez le départ de Jean-Pierre Pernaut qui va abandonner à la fin de l'année son siège depuis 32 ans, je crois, au journal de TF1. Alors vous allez répondre aux 2 questions, Boudère. Est-ce que vous regrettez le départ de Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut, il fait partie de ces personnes. Voilà, on a eu l'habitude de le voir à la télé, de le voir. Donc c'est un peu comme Claire Chazal aussi. Quand elle est partie, ça m'a déboussolé. Voilà, j'étais pas très content. Et là, oui, ça va être pareil parce que moi j'aimais bien le 13h de Jean-Pierre. Vous le regardiez, c'est votre JT ou pas? Il faisait partie des JT que je regardais parce qu'il amenait un côté justement dans ma mentalité. Il était un peu dans ma mentalité dans chaque actualité pas bonne. Il faut essayer de trouver des trucs un peu positifs. Oui, un peu positifs. Et l'autre question, donc on ne vous pose pas sur Twitter, mais à laquelle vous pouvez répondre, c'est est-ce qu'effectivement on manque aujourd'hui d'émissions d'humour? Il y avait on voyait plus d'émissions avec des sketchs. On pense à Bouvard. On remonte un petit peu loin, mais il y a plus ça maintenant. Et la classe aussi. Oui, bien sûr, mais parce qu'aujourd'hui on est moins dans le direct, on est moins dans les émissions faites en live, et c'est très compliqué parce qu'avec les réseaux sociaux derrière, et tout peut être vite récupéré. Donc c'est très compliqué de faire des émissions d'humour et c'est dommage. Donc forcément, quand on fait Vendredi Tout est permis ou la Grosse Rigolade, nous déjà, on s'amuse à le faire parce que voilà, il y a pas beaucoup d'autres émissions non plus où on peut être un peu jovial et ça veut dire que les réseaux sociaux ont une telle influence que ça vous empêche de faire certains sketchs ou certains propos? Non, pas certains sketchs, mais c'est très compliqué de faire du live, de faire une émission de live. Ce que fait Cyril sur C8, c'est très très rare, quoi. Personne ne le fait. Faire 3 émissions en live, où ça pourrait partir en live à n'importe quel moment, personne ne le fait. Donc c'est très compliqué. Voilà, mais je regrette, j'aimerais bien avoir plus d'émissions drôles. Je précise que vous êtes également en spectacle, Boudère is back, au grand point virgule, du jeudi au dimanche. Vous êtes également un petit peu partout en France, mais avec le Covid, vous nous disiez juste avant que c'était un petit peu compliqué. Et donc on vous retrouve également chez Arthur dans Vendredi Tout est permis. Alors le petit quiz rituel. Non, il n'y a pas de jingle. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Il n'y a rien qui va ce matin. Qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est pour montrer que même quand ça va pas, ça va bien. Donc, voilà. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? La première fois qu'on m'a vu à la télé, je crois que c'était Attention à la marche spéciale humoriste. Ah oui. Je crois que c'était ça, ouais. Et comment vous êtes retrouvé là? C'est Mousse, parce que je travaille avec Mousse Diouf, vous répondez beaucoup, vous parlez de lui dans le livre. Mousse Diouf, personnage, mais c'est lui qui connaissait Jean-Luc Reichmann. Et justement, on s'est vu avec Jean-Luc. Jean-Luc était venu voir mon spectacle, c'était mes débuts.
Il m'a dit, bah viens, moi je fais une émission spéciale humoriste, viens. Et puis ça a été, je crois que ça a été ma première télé, ouais. Ça a été votre première télé. Et justement, ils n'ont pas eu peur. Voilà, vous êtes un peu différent en apparence. Non, et ça n'a jamais eu de. C'est pas vrai. Vous voulez mes lunettes? Je suis pas différent, moi je suis moi-même. Voilà. Comme vous êtes vous, et Valérie est elle, et c'est ça, c'est ce que j'explique. Mais la télévision est sur l'apparence, donc il y aurait pu avoir des producteurs qui refusent que vous passiez à la télé ou pas. Vous n'avez jamais ça serait, ça a peut-être existé, mais en tout cas pas devant moi. Ça n'a pas été fait frontalement, et c'est dommage. Et c'est ce que j'explique dans mon livre et dans mon spectacle, le vivre ensemble, peu importe. Pour moi, il n'y a pas de différence, parce que si je me blesse, on a le même sang. Ouais. Absolument. On va en reparler d'ailleurs de votre livre qui est très touchant, mais dans un tout petit instant. La télé, vous la regardez où? Chez vous? Il y a beaucoup de télé? La télé, oui, à la maison. À la maison, j'ai grandi avec la télé, oui, bien sûr, mais c'est vraiment un bruit de fond, la télé à la maison. C'est un bruit de fond. Vous n'avez pas d'émission que vous ne ratez jamais? J'ai beaucoup de mal à me stagner sur une émission ou sur un truc, ouais. Je regarde beaucoup les séries, mes séries à la télé, pas sur les plateformes. Et vous avez une série à nous conseiller? J'aime bien New York, police judiciaire, là. Non, mais je trouve ça sympa. C'est vrai? Oui, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a un truc qu'on vous imagine pas regarder à la télé, genre les Marseillais, des émissions de cuisine? Ouais, non, des émissions de cuisine, si. En plus, j'en ai fait une avec Cyril Lignac. On s'est bien amusé avec des enfants. Oui, non, les Marseillais, télé-réalité, non, je suis pas trop ça, ouais. Non, pas trop. Non, mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas, je sais même pas si on vous le proposait, non ça serait de regarder pour regarder, mais moi je regarde pas. Mais vraiment. On vous a fait des propositions que vous avez refusées? Oui, alors on m'a proposé de venir justement dans une de ces émissions-là. Parce que le thème était écrire un sketch, et les gens de cette maison-là devaient écrire, de la télé-réalité, devaient écrire un sketch et ils devaient jouer devant moi leur sketch, ils devaient être jury et puis donner une note et tout. Et je me sentais pas à la hauteur. Et danser avec les stars, on vous l'a déjà proposé? On m'a proposé, mais il y a 2-3 fois, ouais. Mais c'est vraiment pas. Je suis pas danseur, moi. Et puis même le planning me le permet pas. Et puis c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop les trucs de faut gagner, voter pour lui, trucs ça. Enfin, voilà quoi. Il y a quelqu'un qui nous met, je sais pas, mais j'ai comme une envie d'Orangina. Parce que. Alors voilà, c'est incroyable. C'est aussi un truc. C'est aussi dans l'autobiographie, j'en parle. C'est parce que voilà, on prête. Alors bien sûr, j'ai des ressemblances. Enfin, c'est ce qu'on dit avec Maurice Lamy, qui est un très grand acteur. Que j'aime beaucoup, et qui a joué dans La Part Chasseur, qui a joué dans Orangina Rouge, qui a fait Délicatessen, qui a joué dans La Vengeance du Blond. Mais c'est pas moi. Donc, non, mais voilà, ça permet de. Et j'ai rencontré Alain Chabat qui a fait cette publicité, et avec qui on est potes, et Alain me dit, franchement, c'est en maquillant Maurice qu'on arrive à ta tête à toi. Et je trouve ça tellement marrant. C'est con parce que vous auriez pu avoir le rôle, finalement. À l'époque, ça m'aurait fait du bien financièrement. Oui. Ça vous aurait aidé. Et on va revenir sur votre carrière. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping. Valérie, j'ai pas eu trop le choix. C'est l'infomédia qui a fait l'effet d'une bombe. Après plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut quitte donc le Trésor. Quotidien, à sa façon, lui a rendu hommage. Vous savez, hommage à ses sujets de fond, ses scoops, ses enquêtes fouillées. Le secrétariat du Père Noël, c'est à Libourne, en Gironde, où il y a eu un événement ce matin. Comme chaque année à la même époque, le Père Noël a ouvert son bureau de Libourne, en Gironde. Des marronniers, mais aussi des sujets cultes. Les 35 pompiers volontaires de Montcuq ont peur que ça coince dans certaines voies de la commune. Ça circule à Montcuq, mais il n'y a aucune crainte. Les pauvres, ils ne peuvent pas traverser dans le Montcuq. En tout cas, dans les médias, on espère qu'il n'y aura pas le feu à Montcuq. Bienvenue au club. Voilà comment Patrick Poivre d'Arvor a réagi au départ de Jean-Pierre Pernaut dans C'est à vous. Mais pour lui, ne nous voilons pas la face, il a été écarté par la direction de TF1. Je pense qu'il a eu affaire à une direction plus intelligente, enfin compréhensive. Ils ont dû discuter avant, et puis je suis pas dans le secret des dieux, donc ils ont dû lui dire voilà, c'est toi qui vas annoncer ton départ, ce qui est quand même plus glorieux, et puis on va te prendre du temps, on va pas faire ça sur un coin de table comme ça s'est
s'est passé me concernant. Non, je pense que de ce point de vue, ils ont tiré des leçons. Aujourd'hui, ils sont élégants. Je trouve, oui, et puis c'est bien parce que Claire Chazal avait été virée dans des conditions qui n'étaient pas bien dignes non plus. Moi, je trouve que ça sent un peu la jalousie de moi j'ai été viré et pas lui. Hein. Ouais. Au même moment sur C8, justement, dans Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, Nathalie Marquet-Pernot affirmait l'inverse et appuyait sur les i et précisait qu'il s'agissait d'un choix du présentateur du Trésor. On met toujours des rumeurs et des rumeurs. On a toujours viré Jean-Pierre. Depuis 15 ans, on l'a viré Jean-Pierre. Et là, pour une fois, c'est nous qui l'annonçons. Donc, on vous a tous baisés. Bravo. Puis attendez, il n'y a eu aucune rumeur et clac boum, on l'a décidé et on l'a annoncé et personne n'a pris la décision pour nous. Personne. Alors... Ce témoignage fort, Valérie, écoutez bien, de BFM, sur BFM, de Pauline Oustric. Alors Pauline Oustric, elle est malade du Covid depuis plus de 175 jours et elle continue à avoir des effets au quotidien de la maladie. Aujourd'hui, je suis toujours pas guérie. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ça se voit pas, parce que beaucoup de gens disent elle a l'air bien, elle parle, alors pourquoi elle se plaint d'avoir des symptômes? Mais on m'a diagnostiqué il y a encore quelques semaines une dysautonomie. C'est une dérégulation du système nerveux. Donc en fait, le système qui permet de gérer notre respiration, notre rythme cardiaque, notre pression artérielle. Et moi, dans mon cas, c'est déréglé. Donc des symptômes qui sont quand même très handicapants pour une jeune de 27 ans, parce que je peux plus vivre normalement. Voilà, à 27 ans, le Covid peut vous atteindre et vous rendre votre vie assez difficile. Et pour finir, toujours sur le Covid, Jérôme Marty sur CNews est revenu sur les décisions prises par le gouvernement qui prennent ces décisions sans prendre en compte la science. On ne part jamais sur des bases purement scientifiques et ça me gêne, et ça pour tout. C'est-à-dire quand j'entends, comme hier, qu'on va fermer des plages à 20h ou qu'on va fermer des cafés à 23h, quelle est la base scientifique? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire combien de personnes se sont contaminées sur les plages à Marseille après 20h? Personne. Donc on fait les doigts mouillés. Pourquoi? Et puisque je vous ai parlé de Jean-Pierre Pernaut, je me rattrape, Valérie, vous pouvez toujours aller sur notre compte Twitter. Alors c'est un plébiscite, hein. Oui, à 81%, il regrette le départ de Jean-Pierre Pernaut, c'est la question qu'on vous pose, et non à 19%. Et il y a Tibérus qui nous dit c'est le seul qui donnait une ambiance agréable à son JT. Vous pouvez continuer à voter, je vous donnerai le résultat tout à l'heure à 10h30. Après, alors j'ai noté, quand j'ai lu votre livre, j'avais noté, vous savez, on prend des notes, et puis j'avais marqué une pièce pour la télé, donc je me suis dit, merde, c'était quoi Et en fait, moi j'ai adoré le début de votre livre où vous racontez votre naissance, et en fait vous parlez à un moment de votre appartement, très spacieux, il y a 4 pièces, mais pour autant on n'a pas plus de place, il y a une chambre pour mes parents, une chambre pour nous les enfants, une chambre pour la télé et une pièce pour les invités. Celle-là, elle est sacrée, interdiction d'y entrer de toute manière, elle est fermée à clé. Il y avait une pièce pour la télé chez vous? En fait, c'est typiquement... moi, je suis d'origine marocaine, donc dans nos traditions marocaines, on a le côté où l'invité est la personne la plus importante de la maison. C'est-à-dire qu'on a un endroit, on a une vaisselle spéciale pour les invités, on a un salon spécial pour les invités, et nous, on a un mini-salon dans lequel on avait la télé, on avait tout ça, et c'était le côté de se regrouper tous ensemble dans un endroit, autour d'un puits, sauf que nous, notre puits, c'était la télé. Voilà. Donc ça, alors, c'est pas gagné que vous soyez là aujourd'hui, hein, parce que le médecin qui a accouché votre maman, alors il était à la fois médecin, électricien, carreleur, vétérinaire, c'est ce que vous racontez. Du village, oui. Et donc, il dit à votre mère, il va pas vivre cet enfant. Oui, parce que cette histoire, elle est incroyable. Il va arriver. Alors moi, c'est ma maman qui me la raconte. Forcément, j'étais trop bébé pour me rappeler de ça. Mais j'arrive au monde. Il connaît pas ce genre de bébé. Il voit un bébé un peu bleu, qui a du mal à respirer, qui a tout simplement un asthme très prononcé. Sauf qu'on est au Maroc, on est en 1978, dans un petit village. Une rue, vous dites? Un petit village où il n'y avait que 3 rues, un village piéton d'ailleurs, je m'amuse à le dire. Et le docteur ne connaît pas ça. Le docteur, pour lui, il venait d'accoucher une chèvre, il arrive, pour lui c'est la même chose. Et surtout, il faut faire vite. Il faut que l'accouchement se passe très vite parce qu'il y a un match de foot qui va commencer. Et que le Maroc est qualifié pour la première fois de sa vie à une Coupe du Monde. Donc je suis pas l'accouchement de ma maman n'est pas le centre d'intérêt du village.
Voilà. Sauf que ça devient vite le centre d'intérêt quand on voit que le bébé ne naît pas comme les autres. Il est asthmatique, il a du mal à respirer, il s'essouffle très vite. Donc quand il a vu ça, il a dû juste mettre sa main sur mon front et il a dit à ma mère, lui, normalement on est en août, en décembre, je pense qu'il sera plus là. Ouais. C'est incroyable. Et là, votre maman écrit à votre papa qui est en France. Exactement. On va pas raconter le courrier parce que c'est vraiment très drôle. Hein. Il faut le dire. Hein. C'est ce qui est formidable dans votre livre. C'est que vous traitez tout avec humour et avec beaucoup d'autodérision. Mais effectivement, le courrier entre le Maroc et la France. Mais un mois et demi, mais un mois et demi. Quand il arrive. Quand il arrive, donc il met un mois et demi à arriver. Quand mon père ouvre ce courrier, j'aurais tellement aimé qu'on soit dans cette époque-là où on filme tout, j'aurais aimé filmer la réaction de mon père, parce que quand il a commencé à lire la lettre, je pense qu'il a dû pleurer, quoi. Mais il a répondu à ma mère en lui disant non. Et cet enfant vivra, je vais tout faire pour vous ramener en France. Et il vous fait venir en France. Ouais. Mais la chance que j'ai, Valérie, c'est que j'ai un cousin à ce moment-là qui fait le chemin inverse pour aller au Maroc pour faire ses vacances. Sinon, il aurait fallu encore attendre un mois et demi, voire 2 mois. Ça aurait été peut-être trop tard. Et là, ça aurait peut-être été problématique. Donc finalement, vous êtes rapatrié en France et il y a cette anecdote magnifique. Votre maman arrive, elle ne parle pas français, elle se retrouve dans cette ville. On ne connaît pas. Et alors, comment elle fait dans le métro pour aller à Necker? Parce que vous êtes resté 1 an à l'hôpital Necker. Alors, elle a une technique qui est très simple. Par rapport au nombre de stations de métro, elle prend des dates. C'est-à-dire qu'elle met un certain nombre de dates. Des dates, les fruits, les dates. Oui, pardon, pas les dates. Et elle en met assez dans sa poche droite pour l'aller et assez dans sa poche gauche pour le retour. Et à chaque station, elle mange une date. Et quand il lui reste plus de date, elle sait que c'est la prochaine où il faut qu'elle descende. Voilà, et pour moi, c'est mon héroïne, quoi. Je trouve ça exceptionnel, parce qu'il faut savoir qu'elle vient d'un village où il y a que, je me répète, où il y a que 3 rues, donc tout le monde est piéton. Elle est jamais montée dans une voiture, ni dans une. Et d'un coup, on lui demande pour venir en France de monter dans un bus, dans une voiture, dans un avion, arriver dans un pays où elle me dit tout le monde a les cheveux jaunes, parce qu'elle voit des blonds un peu partout. Elle se dit mais c'est avec une langue étrangère, et on lui arrache son enfant. On lui dit voilà, votre fils, on va le garder pendant presque 1 an. Il va falloir, pour le voir, faire des allers-retours. Donc elle trouve ce superfuge, cette idée hyper intelligente pour moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme on a aujourd'hui, quand tu arrives à une station de métro, on dit le nom de la station. Avant, il y avait la première classe, deuxième classe encore. Ouais. Il y a un auditeur, je vous le dis, qui dit, il s'appelle Mohamed, il dit énième humoriste qui se moque de ses origines pour des sous. Jamel, Smaïn, c'est désolant. Vous vous moquez pas de vos origines. Ce que je dis souvent, c'est que moi je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis, mais pas de ce que comprennent les gens. Bah oui. Alors ce Mohamed, j'aimerais bien l'avoir au téléphone, mais je vois pas. Au contraire, je viens de dire justement. Alors peut-être qu'il faut écouter jusqu'à la fin. Je viens de dire que mes parents sont mes héros. Ma mère est une héroïne pour moi. Venez voir mon spectacle, lisez mon livre, absolument. Et à aucun moment, je me moque de mes parents ni de mes origines. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, moi, mon style d'humour, c'est de l'autodérision. Je me moque de moi-même personnellement, sur mon physique, sur ma manière d'être, et tout ça pour aider les gens qui s'acceptent pas, entre guillemets, et qui pensent ne pas être normal ou qui pensent être différents. Ouais. Vous auriez pu être banquier. C'est ce qu'on apprend dans J'ai failli le être livre. banquier. Ça s'est joué à pas grand-chose. Alors vous parliez de cinéma, j'aurais aimé vous voir lors de cet entretien. Oui. Ben oui, mais parce que j'arrive à décrocher un entretien. Alors j'ai le malheur ou le bonheur de le dire à tous les gens de mon quartier, à tous mes voisins. Je leur dis demain j'ai un entretien d'embauche pour une grande banque française. Et d'un coup, pour tout le monde, ça y est, je suis banquier. Moi, je voulais savoir. Voilà. Alors, attends, laissez terminer l'histoire. Oui. Donc voilà, donc pour aller dans cet entretien-là, il faut que je me débrouille pour avoir un costard, pour avoir des chaussures. Et je vais voir mes voisins, les Québés, je leur demande de me prêter un costard. Et ils me prêtent un costard. Je vois ma voisine corse qui est en face de chez moi, Aurélie, avec qui prête ses chaussures de danse à mocassin. Et j'y vais. Et puis l'entretien est juste un peu... un peu compliqué. Alors il y a autre chose aussi dans le livre. Je crois que vous voulez poser. Il y a
votre vie aussi, la rencontre avec votre femme, la naissance de votre enfant. Il y a cet aspect-là aussi qui est très important. J'allais aller sur ce sujet-là, absolument. Parce que c'est vrai que dans les livres, vous lissez les choses. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de souffrance, on voit beaucoup d'amour, mais on ne voit pas forcément une souffrance. Est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce que quand on est normal, je veux dire comme vous, est-ce que c'est compliqué de séduire ou de rencontrer l'amour? Non, parce qu'on a l'impression que vous n'avez jamais eu de grosses difficultés. Non, j'ai jamais eu ce problème. La chance que j'ai, entre guillemets, peut-être c'est inné, c'est la tchatch, c'est le fait j'ai tout de suite compris que pour séduire, faut d'abord écouter la personne avec qui on parle et s'intéresser vraiment sans avoir des pensées ni des trucs. Enfin voilà, quand une femme nous parle, il faut l'écouter, quoi. C'était dans ce délai-là. Et puis l'humour m'a beaucoup aidé. Ouais. Le fait d'être drôle, le fait d'être dans un quartier où ça vanne, où ça charrie. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Vous avez eu toutes les filles que vous vouliez? Non, je suis pas dans. Déjà, je suis pas un coureur de jupons. Mais voilà. Mais je me suis. Non, il y a des fois où ça marchait pas, bien sûr. Et Dieu merci. Mais voilà, les peu de filles, les peu de femmes que j'ai eues dans ma vie. Voilà, on a ce point commun-là d'avoir eu. De la gentillesse, de l'écoute et puis et de la bienveillance. Ouais. Il y a ce mot qui revient d'ailleurs, qui est le titre du livre, un bout d'air. Ouais. Et il y a beaucoup de choses dans votre vie qui sont des bouts, B-O-U-T, d'air, des apostrophes AIR. Vous l'expliquez comment? Je l'explique comme ça, en disant, tout a commencé par ma naissance justement, mais pour moi, quand c'est un obstacle, on vous coupe l'air. Ouais. Quand il y a un obstacle, un entretien d'embauche pas réussi, l'air se coupe, donc il faut tout de suite trouver une nouvelle bouffée d'oxygène pour repartir de plus belle. Et j'ai fait genre une métaphore sur ça, quoi, par rapport aussi à mon nom d'artiste. Ouais. Et votre nom d'artiste, ça vient de Bouderbala, de Aziz Bouderbala, voilà, de joueur de foot, c'est ce que dont j'étais fan. Et comme j'avais pas assez d'argent pour floquer mon maillot, j'ai voulu l'écrire moi-même avec le stylo. Mais comme Bouderbala c'est trop long, donc j'ai réussi à écrire que Boudère. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis vous racontez tous ceux qui ont jalonné votre vie. Vous évoquez Mousse Diouf, qui a été très très important. C'est la première personne qui a cru en moi et qui a toujours cru en moi jusqu'à son dernier souffle, quoi. Ouais. Et puis Alors la fin du livre, les remerciements, c'est drôle aussi. Vous dites, je tiens à remercier surtout les gens négatifs qui m'ont consciemment ou non mis des bâtons dans les roues. Merci à vous qui avez jeté mes CV et lettres de motivation sans même les lire. Merci au médecin qui m'a mis au monde et qui donc me laissait que quelques semaines à vivre, et au recruteur du PSG qui n'a pas voulu me prendre à cause de ma taille. Ça aussi, c'est très drôle ce que vous racontez. Vous êtes petit, donc vous jouez avec des 8 ans alors que vous avez 12 ans. Ouais. Et donc, il y a un recruteur qui vient, qui vous trouve du talent, mais qui, d'un seul coup, découvre... Qui découvre la supercherie directement. Et donc voilà, et j'ai voulu faire des remerciements un peu originaux. Je me suis dit, bien sûr, je remercie mes parents, je remercie ma famille, je remercie tous mes amis. Mais je me suis dit, tiens, je vais créer un autre truc, je vais surtout remercier les gens qui m'ont pas aidé. Et moi, je voulais vous poser une question aussi, parce que il va y avoir la grosse rigolade sur XXL. Oui. Quel est votre étiquette? XXL, c'est pas une chaîne. Hein. Non, la grosse rigolade XXL, ça s'appelle. Non, mais vous avez dit sur XXL. Ah, pardon. C'est des chaînes différentes. C'est autre chose. C'est une autre culture. C'est une autre culture. Je voulais savoir comment vous, dans la vie courante, comment vous percevez Cyril Hanouna? Est-ce que c'est un vrai gentil, un vrai méchant, tout est triché, tout est... Non. Cyril, faut savoir que Cyril et moi, on s'est rencontrés justement à une période où lui aussi avait l'air coupé. C'est-à-dire qu'il jouait un spectacle, ça marchait pas. Il essayait par tous les moyens d'en être, parce que c'est un artiste, c'est un fou. On a besoin de ce genre de faux follet un peu dans le milieu médiatique dans lequel on est, un truc un peu plus. Et dans la vie, et on est devenus très amis. Et c'est quelqu'un qui se souvient de ses amis, qui n'oublie pas les amis, donc voilà, on est très proche sur ça, et j'aime bien sa folie, c'est bien. Mais vous comprenez qu'il soit critiqué, qu'il y ait des gens... Oui, mais ça c'est normal. On peut pas plaire à tout le monde, comme dirait l'autre. Tout le monde. Quand on veut pas être critiqué, on reste à la maison, on sort pas. La grosse rigolade XXL, ce sera mardi soir prochain sur C8. Un bout d'air vraiment à lire, c'est chez Hugo Doc, pour comprendre qui vous êtes, votre chemin. Il y a des passages très émouvants avec votre fils à la fin. Et puis le spectacle Bouder is back au grand point virgule du jeudi au dimanche. Il faut retourner au théâtre. Puis un peu en tournée, il faut aller sur le site pour voir les dates. Oui. Merci à vous d'être venu ce matin. C'était vraiment bien. Et on se retrouve dans un tout petit instant.
la question du jour. Oui, regrettez-vous le départ de Jean-Pierre Pernaut? Oui à 79%, non à 21%. Et Michel Dutarn le dit, j'espère que le journal ne sera pas dénaturé après son départ. C'est le seul qui parlait de nous les oubliés, nous les ruraux. Absolument, mais je pense que le directeur de la rédaction s'y est engagé. On se retrouve dans un instant pour parler de la perpétuité réelle. Les condamnés pour des crimes graves doivent-ils rester en prison à vie? 0826 300 300, à tout de suite.